Je pense que chaque personne a un Rubik's Cube. Et mon vrai kiff dans la vie, c'est de résoudre ton Rubik's Cube et t'aligner et te dire, tiens, en fait, tu regardes là, c'est là que tu dois regarder, ta voix, elle est là. Je suis très à l'aise avec la partie sombre des gens. Il y a des gens à The Family, ils veulent la gloire, ils veulent l'argent, ils veulent des trucs qu'ils ne peuvent pas avouer. Et donc, j'arrive à sentir la darkness des gens et à en faire quelque chose de positif. En disant, ok, tu veux ça? Fine, moi, j'ai pas de jugement. Maintenant, il va falloir bosser dur et voilà ce que tu vas faire parce que t'es ce genre de gens et t'es pas ce genre de gens. Et donc j'arrive à voir les cartes des gens et de les faire jouer avec leurs cartes plutôt que fantasmer à ce qu'ils seront jamais, quoi. Salut Oussama. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Ça va, super. Je suis hyper content de te recevoir pour cette interview. Ça fait 1 an maintenant qu'on fait des interviews Coup d'État X et on s'était toujours un peu refusé à t'accueillir toi dans un souci de faire comprendre aux gens que Coup d'État c'était plus que toi. Je pense que pour beaucoup des gens qui nous suivent, on a passé un peu ce cap-là. Donc ça y est, on peut enfin t'avoir dans une interview Coup d'État X, ça fait hyper plaisir. J'avais une première question qu'on nous pose encore beaucoup trop souvent et à laquelle j'aimerais que tu répondes une bonne fois pour toutes. C'est quoi la différence entre Coup d'État et The Family? La différence entre Coup d'État et The Family? The Family, c'est une organisation qui scale pas et qui accompagne un nombre limité d'entrepreneurs par an. Et Coup d'État, c'est la tentative de créer la version scalable de ça. Ok. Et pourquoi tu préfères la version non scalable, toi perso? Bon, moi, je préfère pas. Franchement, vu le temps que je passe avec toi. C'est pas vrai. Tu rigoles? D'abord, je pense que c'était pas possible de créer la version scalable s'il n'y avait pas l'expérience de la non scalable. Et en plus, moi, je pense que j'aime bien le côté, à titre perso, j'aime bien le côté service et artisanat. Tout ce que toi tu fais sur le produit, sur la façon de break the game, comme vous dites à Coup d'État, c'est des trucs dont moi j'aurais été incapable. Donc je trouve ça génial que toute cette expérience que j'ai accumulée et tout ce savoir t'en fasse un produit. J'aime bien le fait que vous jouiez avec moi comme un produit. J'aime bien être votre produit, mais je pense pas que j'ai ni la patience ni l'envie de moi-même d'être un product manager. Je pense que les qualités qu'il faut pour être un product manager sont très 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 loin des qualités que moi j'ai. C'est quoi tes qualités? J'apprends vite et je suis très curieux. Donc la conséquence, c'est que je m'ennuie vite. J'ai aucun sens du détail. Pour te dire une anecdote vraiment très perso, pour te donner des petits trucs. Par exemple, je suis très myope. Je suis censé avoir des lunettes. Je vois rien. Tu vois, là, s'il y avait un panneau sur notre mur en face, je ne peux pas le lire. Et en fait, je porte pas de lunettes, mais j'aime bien ce flou. Je vis dans ce flou depuis toujours. Et à chaque fois que je porte des lunettes, c'est tellement précis que ça m'angoisse. Et donc, j'ai jamais aimé la précision. J'aime bien survoler les choses. Je suis un flâneur au sens le plus littéral. Ce qui, dans The Family, est une force. Parce que j'arrive à entretenir des conversations avec 100 boîtes différentes tous les ans et à leur donner le sentiment que je suis intéressé parce que je suis réellement intéressé et parce que je suis intéressé par les 20% communs à tous en fait. Et j'ai pas envie d'aller dans le détail et la surface, etc. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais entrepreneur, c'était mon problème. J'avais tellement l'impression qu'une fois que j'avais compris ce qu'on faisait, que c'était fait. Alors qu'en fait, une fois que tu as compris ce que tu fais, c'est que le début, les emmerdes commencent. Et en fait, ce que tu crois comprendre, tu ne l'as pas vraiment compris. Et d'ailleurs, c'est un peu le truc de tous les vulgarisateurs. Je pense que comprendre en très 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 grande profondeur un sujet, ça ne te fait que donner le sentiment que tu le comprends de moins en moins. Okay. Si tu es un biologiste d'exception, tu sais qu'en fait, en biologie, il n'y a pas grand-chose de vrai. Si tu es un physicien hyper précis, tu sais qu'en fait, les trous noirs, en fait, ils sont pas vraiment noirs. Puis en fait, c'est pas vraiment des trous. Puis en fait, machin. Alors que moi, je peux te raconter une histoire magnifique sur les trous noirs, la naissance de l'univers, etc. Parce que tu as moins de connaissances. Ouais, parce que en fait, je comprends beaucoup moins. Ouais. Et donc, je suis pas happé par le gouffre du savoir. Et le gouffre du savoir, c'est que plus tu es expert à un sujet, et moins tu as l'impression de connaître le sujet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plus tu es expert, plus tu as de doutes. Et quand tu es entrepreneur, d'ailleurs, c'est pas mal d'être un peu incompétent et inconscient parce que tu fonces, quoi. Ouais. Tu sais pas trop ce qui t'attend, quoi. Tu as cette capacité à rendre simple des sujets qui sont à la base extrêmement complexes pour la plupart des gens. Comment tu t'entraînes à faire ça? Tous les jours depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Cet été, j'étais en vacances en famille. Première fois en 30 ans que tous mes frères, mes sœurs, tout le monde est au Liban en même temps avec ma mère.
C'était très émouvant. Alors évidemment, étant le dernier d'une famille de 7 enfants, du côté de ma mère, je me suis beaucoup fait charrier cet été, tu vois, c'était marrant. Et ma sœur a raconté cette histoire dont je n'ai aucun souvenir, qui était que tous les jours, je revenais de l'école en lui disant je vais te raconter une histoire. Et je lui racontais un truc que j'avais appris, machin, et j'étais genre storyteller né. Et elle m'a dit que j'ai organisé des groupes de travail avec mes potes, mais tu vois, genre en CP, parce que je trouvais qu'il y en avait quand même qui avaient du mal avec la méthode de la prof pour apprendre à lire et à écrire. Et apparemment, je faisais des groupes où j'essayais pour trouver à chacun sa méthode. Et mon jeu, c'était comme un Rubik's Cube. Je pense que chaque personne a un Rubik's Cube. Et mon vrai kiff dans la vie, c'est de résoudre ton Rubik's Cube et t'aligner et te dire, tiens, en fait, tu regardes là, c'est là que tu dois regarder, ta voix, elle est là. Pour le coup, ça, je pense que je le fais plutôt bien. Je pense que chaque personne a un Rubik's Cube. Et mon vrai kiff dans la vie, c'est de résoudre ton Rubik's Cube et t'aligner et te dire, tiens, en fait, tu regardes là, c'est là que tu dois regarder, ta voix, elle est là. Pour le coup, ça, je pense que je le fais plutôt bien. De toujours voir profondément ce que les gens veulent, même ce qu'ils n'avouent pas. Je suis très à l'aise avec la partie sombre des gens. Il y a des gens à The Family, ils veulent la gloire, ils veulent l'argent, ils veulent des trucs qu'ils ne peuvent pas avouer. S'il y a un mec qui vient te dire je veux plein de thunes pour me taper des meufs, ça va pas. C'est pas le genre d'histoire que tu vas aller raconter en public, c'est pas le truc. Mais j'ai un très très bon instinct moi là-dessus. Et donc j'arrive à sentir la darkness des gens et à en faire quelque chose de positif. En disant ok, tu veux ça, fine, moi j'ai pas de jugement. Maintenant, il va falloir bosser dur et voilà ce que tu vas faire parce que tu es ce genre de gens et tu n'es pas ce genre de gens. Et donc j'arrive à voir les cartes des gens et de les faire jouer avec leurs cartes plutôt que fantasmer à ce qu'ils ne seront jamais, quoi. Ça, c'est un skill qui est hyper important en tant qu'entrepreneur. Ouais. Si tu veux recruter les gens de la bonne manière, Ouais. etc. Je t'entends dire dans ce que tu dis, je suis un storyteller né, j'y crois pas une seconde. Genre, tu t'es entraîné en fait depuis que tu es en CP Oui, c'est ça. à devenir meilleur et tout. Mais c'est ça que je veux dire par Comment là. tu t'entraînes à devenir meilleur, à sentir les gens? À sentir les gens. Alors ça, pour le coup, contrairement au storytelling, j'étais pas bon. J'étais pas bon du tout parce que j'avais tendance à voir le meilleur en chacun d'entre nous. Et donc je me suis trompé sur beaucoup de gens. Et j'ai une amie qui s'appelle Sandrine, qui elle est l'inverse, ne voit que le pire en chacun d'entre nous. C'est pas sympa pour elle, mais c'est profondément vrai. Et elle me prévenait toujours, elle me disait non mais ce type il a ça. Je disais ah ta gueule, je veux pas savoir. Et puis il se passait des catas, et puis je me faisais travailler et tout. Et alors j'ai pris beaucoup de coups. Et un jour je me suis réveillé et je me suis dit ok, ce que je vais faire pendant les 2 ans qui viennent, c'était les 2 premières années de The Family, je vais systématiquement demander l'avis de Sandrine. Et que ça me coûte ou que ça me coûte pas, je vais l'écouter. Parce que je ne comprends pas ce qu'elle me dit, je ne comprends pas ce qu'elle voit. Elle voit des trucs, elle me parlerait chinois, ce serait la même chose, mais je vais prendre un putain de translateur, putain de traducteur. Et elle va me parler et je vais supposer que tout ce qu'elle dit est vrai. Même quand elle se trompe, c'est pas grave. Je veux juste me forcer à apprendre cette data. Et en fait, en faisant cet exercice avec quelqu'un qui le faisait bien, j'ai eu une pratique où j'ai commencé en fait à voir dans les gens et j'ai fait ma propre version de ce qu'elle a fait elle. Je pense qu'elle est désespérée par ce qu'elle voit, alors que moi, maintenant que je sais voir les défauts et les qualités, ça me rend joyeux. Et d'ailleurs, maintenant, ma règle, c'est de toujours recruter les gens pour leurs défauts. C'est toujours me dire, ok, c'est quoi le pire défaut de ce mec? Et est-ce que ce pire défaut est compatible avec le job qu'il cherche? Et c'est incroyablement plus efficace que de trouver les qualités. Parce que les qualités, quand tu es stressé, ça passe par la fenêtre. Tu es sous pression, la première chose qui part, c'est tes qualités. Toi, tu es un mec affable, sympa, puis c'est la merde, c'est fini. Plus affable, sympa. T'es plus affable, sympa. Par contre, je sais pas, tu vois, ton CFO, tu veux un mec radin. Si tu as un CFO libanais, tu es dans la merde. C'est compliqué. C'est très très compliqué, toi. Donc en fait, tu veux sentir, est-ce que le mec, dans sa vie perso, tu vois, il aime pas dépenser, tu vois. Alors tu le mets là. Et alors évidemment, après, ça crée des équilibres. Et c'est la tension avec quelqu'un qui aime bien dépenser qui fait le bon truc, en fait. C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup chez Coup d'État en ce moment. Enfin, tu vois, avec Anaï, je suis là, genre son défaut, c'est toujours elle parle à tout le monde. Bah, elle fait la communauté, du coup, elle parle à tout le monde. C'est genre choisis le bon endroit pour toi, pour que tu puisses exprimer tes qualités. Toi, The Family, c'est le bon endroit pour toi? Ah ouais, moi j'ai inventé. Alors moi, je suis dans une position très luxueuse. J'ai réussi à créer une organisation qui est
pile poil ce dont je rêve à chaque étage. Et quand il y a un truc qui me fait chier, je l'ignore. Donc, tu peux pas faire plus luxueux. Mais ça m'a pris du temps, en fait. Après, bon, pas tant de temps que ça, je reste jeune, mais ça m'a pris du temps d'assumer qui j'étais. Avant, moi, je passais mon temps à rêver d'être quelqu'un que j'étais pas. Je pense que de mes 20 ans à mes 25 ans, ma seule obsession dans la vie, c'était d'être un mec focus, qui fait du product. Et puis, en fait, je sais pas, peut-être j'ai pris trop d'emmerde dans la tronche. À un moment, tu dis, ouais, bon, en fait, je sais pas pourquoi je m'emmerde. Et en fait, apprendre à t'aimer pour ce que tu es, avec tes limites, et aimer tes limites en disant bon, ouais, je suis ci, je suis ça. Et d'ailleurs, je pense même pas que c'est essentialiste. Je crois pas beaucoup au fait qu'on ait des choses en nous qui soient essentielles. Je pense juste que c'est des choix. Et ce qu'il faut apprendre à aimer, c'est donc les choix que tu fais. Et comprendre que quand tu as dit ok, moi, ma passion, c'est la curiosité et c'est de changer de sujet tous les jours, bah ouais, va pas nous dire que tu vas aller devenir un spécialiste d'un truc. Enfin, assume ton choix en fait. Ouais. Et donc, si tu es spécialisé dans un truc, bah, tu n'as pas la curiosité, la diversité et machin. Et ce qui est fou, c'est que l'univers te fait toujours payer le bon prix de tes choix. Ça a toujours un prix, le choix que tu fais. Si tu prends un truc, ça enlève quelque chose ailleurs. Et en fait, apprendre à être hyper à l'aise avec les choix que tu fais, ça, c'est un pouvoir magique. Et d'ailleurs, si j'ai appris un truc à The Family en 7 ans, c'est que les mecs qui sont capables de choix rapides, concrets, fermes, ils vont beaucoup plus loin que les gens qui prennent la bonne décision. C'est quelqu'un qui prend toutes les mauvaises décisions mais avec conviction, il va beaucoup plus loin qu'un mec qui est toujours là à hésiter entre oui mais je pourrais faire ci, mais je pourrais faire ça. Et d'ailleurs je le vois, j'ai un petit test à la con, c'est de demander aux gens combien ils ont mis de temps avant de s'installer avec la personne qu'ils aiment ou de se commit quand ils sont amoureux. C'est très très rare d'avoir à The Family, la plupart des mecs sont bah ouais je l'aimais bien, voilà. Genre, il y a très très peu de distance dans leur vie entre leurs émotions et leurs décisions. Quoi. Ils ont décidé. Quoi. Ils ne vont pas commencer à se torturer pendant des mois. Quand on te regarde en conférence, quand on suit un peu tes vidéos, moi quand j'ai commencé, et puis ça fait 7 ans, je commence à te connaître un petit peu, on a l'impression que tu es sûr de tout ce que tu dis, que tu es convaincu à 100% et qu'on ne pourra jamais te faire changer d'avis. Je t'ai vu changer d'avis un nombre de fois incalculable sur énormément de choses en 5 ans depuis que je suis ici. C'est quoi le trigger qui fait que tu changes d'avis sur un truc fondamental dans ta vie ? La data. En fait, contrairement aux apparences, j'ai aucun ego. J'aime bien faire croire que j'en ai, ça m'amuse. Ça fait partie du personnage que j'ai construit sur scène. Moi, quand je monte sur scène, je joue un rôle. Je l'assume très très bien. J'ai toujours considéré ma vie comme un film. Et je suis l'acteur de ma vie. Tu vois. Mais à l'intérieur, je suis convaincu de 2 choses. C'est que rien n'est vrai et tout est permis. C'est vraiment... ça, c'est les 2 vérités atomiques d'où ça marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est vrai, ça veut dire que fondamentalement, il n'y a que les dieux qui ont accès à la vérité et qu'un homme qui prétend savoir ce qui est vrai, c'est soit un fou, soit un menteur. Tu vois, si toi, tu es un escroc et tu dis « Ah, ça, c'est la vérité » et en fait, tu as un gain à en tirer, soit tu es un fou. C'est pour ça que c'est tous les timbrés de fanatiques religieux. Ces gens, ils sont fous. Ces gens, ils ont pété un câble, ils pensent qu'ils ont la vérité et ça y est, c'est fini. Tu ne peux pas parler avec eux. Et alors, c'est pour ça que moi, les gens dogmatiques, les gens sûrs, etc., mais jamais je les prends à The Family. Des fois, on a des mecs qui viennent, ils sont illuminés par leur cause. Oublie, va vivre ta vie ailleurs. La différence entre illuminé par ta cause et vraiment motivé par ta mission ? Bah, vraiment motivé par ta mission, c'est que tu veux gagner. Donc, si on te dit, si tu viens et tu dis, moi, ma mission, c'est de nourrir les gens. Et tu dis, ouais, mais en fait, la meilleure façon de nourrir, c'est de faire de la poudre. Bah, ok, poudre. Tu vois, c'est pas, moi, je veux que tout le monde fasse ça. Bah non, tu dois être hyper flex sur les moyens. Et la deuxième chose, c'est que tout est permis. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la liberté, c'est la seule valeur fondamentale, transcendante, qui est partout. Si là, je me lève et je te bute, il n'y a personne qui va intervenir, une force céleste qui va venir et qui va dire « Non, tu ne fais pas ça. Moi, je l'aime bien, Valentin, tu ne le butes pas. » Et le fait que là, j'ai le pouvoir de te buter, et on a tous le pouvoir de se buter, et le fait qu'on ne le fasse pas et qu'on fasse plutôt une interview et qu'on essaie de se sublimer, c'est ce qui donne de la valeur à nos actions. La valeur de nos actions, elle n'est pas dans ce qu'on fait, elle est dans tout ce qu'on ne fait pas. Et on n'y réfléchit plus. Personne se lève le matin en se disant « Bon, encore une journée où je bute personne. »
another success. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyable comme succès de civilisation. On se lève tous, on vit dans des sociétés, on se lève le matin, on est en sûreté, on Oui, est c'est pas heureux. encore universel du tout. Ouais, il y a des endroits on est loin, où quoi. il y a des endroits où tu te lèves le matin, tu sais pas si tu vas être vivant le soir, quoi. Et donc ça, c'est cette valeur-là, moi, qui me transcende. Et donc, quand j'expose quelque chose, j'essaie toujours de le faire avec respect. Et je pense que la façon la plus simple d'exposer quelque chose avec respect, c'est d'être direct, franc et sincère. Donc, je vais pas dire « je pense qu'il est possible et probable que… » Insupportable. Non, je pense que… Point. Maintenant, tu me donnes une data qui remet en cause ce que je viens de dire, mais mon switch mental, il est immédiat. J'ai aucun ego, je m'en fous d'avoir raison. J'ai pas… Et d'ailleurs, un truc que les gens ne comprennent pas, je ne supporte pas. Mais alors ça, c'est un des rares trucs qui me rend vraiment violent. C'est il y a des gens, ils viennent te parler et te donnent une opinion sans data, qui n'a aucune valeur normative. Et là, tu leur réponds un peu fermement, tu leur dis je comprends pas ce que tu dis parce que machin. Ouais, mais de toute façon, tu vas toujours avoir raison. Mais qu'est-ce que tu me parles, connard? C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est que tu crois que tu as le droit de venir dans mon espace intime et me faire changer d'opinion sur un sujet sans m'apporter aucune valeur et aucun élément nouveau à part ta croyance. Et si c'est à choisir entre ta croyance et ma croyance, je prends ma croyance, toujours. Si on parle de croyance, je vais toujours choisir la mienne. Et on devrait toujours choisir sa croyance sur les autres. Parce qu'elle est issue de ma vie, de mes expériences, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi est beaucoup plus sympa que ce qui se passe chez toi, par définition. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'essaie jamais de faire changer les gens d'avis sur leurs croyances. Je sais pas, moi, j'ai des croyances très, très fondamentales. Par exemple, l'argent rend heureux. J'ai jamais vu quelqu'un à qui j'ai dit cette phrase et qui n'est pas d'accord. Il n'y a même pas à discuter. Si je te dis, moi, je pense que l'argent, c'est ce qui rend le plus heureux sur Terre. Tu me dis, non, je ne suis pas d'accord, moi, je cherche d'autres choses que l'argent. Mais merci, mon frère, c'est cool. Je suis content pour toi, c'est une croyance. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de fait. Je ne vais pas te donner une data, tu ne vas pas me sortir, genre 90% des gens qui ont de l'argent sont malheureux, ou je ne sais pas quoi. On s'en fout, c'est une croyance. Et les croyances, ça définit qui on est. Ça définit qui on est. Et moi, je sais que c'est un élément très important de ma vie. Et c'est un truc que j'aime ça. J'en ai jamais eu honte. Et voilà, point. Tu me prends, t'es content, t'es pas content, tu vas vivre ta vie ailleurs, quoi. Et en fait, les gens confondent croyance et fait. Par exemple, tu vois, un fait, je pense que c'est très 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 dur d'être solopreneur. Et j'évite les solopreneurs à tout prix. Bon, dans notre top 10, on a 2 solopreneurs. Et les gens disent, je comprends pas, je croyais que tu étais contre. Et j'ai jamais dit que j'étais contre. Factuellement, c'est plus dur. Mais quand tu es exceptionnel, point. C'est la définition même de l'exception. C'est que ça sort des règles. Et les gens sont trop rigides avec les règles. Ils pensent qu'il y a des choses vraies. Ils pensent que solopreneur, c'est pas possible. Mais non, j'ai jamais dit ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des erreurs que les gens font. C'est de croire que les règles qu'on établit sont inviolables. Mais non, 100% des règles sont violables. Récemment, on était mort de rire parce qu'une de nos boîtes préférences en de famille s'appelle Northflank. Northflank, c'est la boîte qui viole toutes les règles de l'entrepreneuriat. Toutes. Il n'y en a pas une qu'elle respecte. Donc les mecs ont passé 3 ans dans leur cave à développer un produit sans jamais parler à un client. Truc qu'il ne faut surtout pas faire. Mais même pour eux. Ah non, mais eux, ils ont eu raison de le faire. Ils ont eu raison de le faire, ok. Pourquoi? Parce que tu as 2 ingénieurs d'exception qui ont compris un produit que personne ne savait possible de faire et ils ont réussi à construire quelque chose qui était impossible. Et dans ce cas-là, passer 3 ans dans une cave, ça vaut le coup. Ils font quoi? Ils font une plateforme de DevOps continu qui permet d'abstraire le cloud et tous les clouds et tu déploies ton soft et tu choisis tes optimisations. Tu dis par exemple, je veux que mes utilisateurs aient le ping le plus bas. Ça va choisir tous les clouds dans le monde pour se déployer pour que tes utilisateurs aient le ping le plus bas. Ou tu vas dire, moi ce que je veux, c'est dépenser le moins d'argent pour mon hostage, mais je m'en fous. Ils vont prendre, ils vont analyser où sont tes utilisateurs, ils vont acheter sur les places de marché, heure par heure, l'électricité moins chère, le coût moins cher, etc. Donc tu choisis ton optimisation et ça DevOps, tout ton DevOps entièrement automatiquement en IA. Incroyable. Il y a beaucoup de buzzwords là-dedans, enfin de mots anglais et tout. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément pigé, du coup, c'est pas grave, c'est hyper chercher technique, sur Google. Voilà, les seuls gens qui ont besoin de comprendre, c'est les gens qui ont besoin d'acheter. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que moi, ça fait des années que j'entends des gens parler de ça. Personne n'a jamais fait. Et eux, ils l'ont fait et ils l'ont fait techniquement. Alors, une deuxième règle… Et c'est un truc que genre, tu peux faire ta value proposition autant que tu veux.
in fine, les gens. Au final, s'ils avaient proposé ça en amont, Ouais, en tout le value proposition, monde aurait acheté. tout le monde aurait acheté. Ouais. Et ça n'aurait pas été prêt. Ils n'auraient pas été prêts, ils auraient eu la pression. Ouais. Il a mieux valu dans ce cas-là qu'il fasse Exactement. 3 ans Et de c'est produit. vraiment un cas hyper rare. Tellement rare que tu doutes même qu'il existe en fait. Et quand tu l'as devant toi, tu rigoles. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a un système as a family où c'est pas nous qui faisons les applies. C'est pas moi, c'est pas Balthazar. Mais on demande aux gens qui refusent les applies de toujours expliquer explicitement pourquoi ils refusent. Et moi, je dis jamais pourquoi les gens sont acceptés, je regarde toujours pourquoi les gens sont refusés. Et là, Balthazar, dans la minute, il a pris le call, il a dit non, cette boîte que vous avez refusée, je vais l'avoir moi. Et on l'a pris. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu exactement la même réaction que moi. C'était de voir que si une boîte va à l'encontre de toutes les règles, c'est qu'il y a un truc intéressant. C'est pas une règle qui sont violées, c'est toutes. Alors la deuxième blague qui est mort de rire sur ce jeu, ils se sont rencontrés pour la première fois de leur vie. Ils sont cofondateurs depuis 3 ans. Ils se sont rencontrés pour la première fois de leur vie à un dîner The Family. Tu vois, le truc improbable. Mais c'est tellement fou comme histoire. Tu te dis, mais c'est du storytelling, c'est pas possible. Bah non. Et en plus, quand tu leur demandes, tu leur dis, mais les gars, alors ça fait quoi de se rencontrer en vrai ? T'en as un qui regarde l'autre qui fait, je savais pas qui était plus grand que moi. Parce qu'ils se connaissent pas en fait. Non. Genre, ils sont en Ils ligne s'étaient tout le jamais temps. vus, Ouais. que par vidéo, quoi. Et c'est fou. Les mecs travaillent 3 ans ensemble et ils se disent pas, tiens, on va prendre le train. Il y en a un à Zurich et un à Londres. C'est pas un Tombouctou et je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat. C'est les gens qui font rien comme tout le monde, mais qui le font tellement bien que ça crée un nouvel univers de réalité. Et c'est pour ça que ce que vous faites à coup d'État, ce que je faisais de façon artisanale à The Family, c'est le 80%. C'est de dire aux gens, arrête de réfléchir, il y a des méthodes, suis-les parce que ces méthodes, à 80%, elles marchent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura toujours 20% qui réécriront les règles, en fait. Et c'est comme tout jeu, en fait. Tu peux être un maître et parfaitement maîtriser les règles, ou tu peux être au niveau ésotérique et créer tes propres règles. Maintenant, il faut être modeste aussi. Le niveau ésotérique, tu vois, Northflank, on en a un par an. C'est pas tous les jours que je tombe sur une boîte qui fait n'importe quoi et ça marche. Non. La plupart du temps, quand tu fais ça, ça marche pas. 99% des gens, quand ils passent 3 ans dans leur cave à développer un produit, le jour où ils sortent, ça ne sert à rien. Et c'est cette capacité à passer de l'un à l'autre qui est importante. Est-ce que ta vie, c'est une espèce de quête de la vérité constante ou... Non, parce qu'encore une fois, moi, j'y crois pas que ça existe. Moi, ma vie, c'est simplement d'être un peu moins con tous les jours. Et donc, Non, mais je veux dire la vérité par toutes les nuances qu'elle amène, quoi. Oui, exactement. Dans ce cas-là, oui. Mais justement, c'est pas la vérité, c'est les vérités. Ouais, Et c'est le fait que juste, tu es un peu plus informé tous les jours. L'info compte plus que tout. Tu peux être très intelligent, mais si tu es mal informé, tu vas faire des conneries. Donc moi, mon obsession, c'est juste d'avoir plus d'infos. Plus d'insider, quoi. Et si je collecte suffisamment d'insider avec suffisamment de points de vue à suffisamment d'endroits, je fais des connexions que les gens ne peuvent pas faire. Par exemple, moi, je sais qu'il se passe un truc dans le domaine de la compta qui a un impact sur les banques et qui va avoir un impact sur le business model de WeWork. Donc ça, c'est le genre de truc que seulement si tu es dans tous ces domaines et que tout le monde te parle et te nourrit en infos, que tu arrives à faire des ponts que personne ne voit en fait. T'es Tyrion Lannister, quoi. Comment ? T'es Tyrion Lannister. Je rêverais d'être Tyrion Lannister. Quand je parle de toi, je dis toujours ça. Genre, Oussama, c'est un peu Tyrion Lannister. Il parle à tout le monde, il rassemble de l'info, il connecte les points. C'est un truc que personne n'est capable de faire. Qu'en tant qu'entrepreneur, t'as pas le temps de faire du tout. Pas le temps de faire quand t'es entrepreneur. C'est une grosse partie de la valeur que vous apportez chez The Family, en fait. C'est la valeur secrète et réelle que personne ne peut voir de l'extérieur. C'est pas, enfin, au final, ça a beaucoup plus, enfin, même chez nous, genre, je le vois avec Menu Next Door et avec Coup d'État, c'est toujours cette valeur-là qui fait éclater la boîte. Le reste, c'est qu'un attrape, c'est un honeypot. Tu viens à The Family pour lever des fonds et puis bon, il y a un mec qui fait ta levée de fonds, mais le jour où tu as une connexion avec The Family, c'est le jour où il s'est passé un truc comme ça, quoi. Dans toute cette myriade d'informations qui, du coup, rend nuancée chaque règle que tu peux te donner, il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu parles pas mal de politique. C'est quoi ta vue sur la politique versus l'entrepreneuriat pour arriver à changer le monde et influencer la vie des gens ? Ouais, alors, moi, la politique, c'est la première passion de ma vie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je pensais que j'allais faire de la politique. Et après, à 18 ans, j'ai rencontré les gens qui faisaient de la politique. Je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas mal. Alors, 3 choses. D'abord, j'ai énormément de respect pour les gens qui sont dans ce milieu. Parce que je sais que leur vie, c'est une vie de merde.
et que c'est un milieu toxique par nature. Parce qu'en fait, la démocratie est toxique par nature. La démocratie, c'est quoi? C'est que tu as plein d'intérêts divergents, et à un moment, tu es soit censé faire la synthèse de ces intérêts divergents, donc bon courage mon pote, soit tu es censé prendre parti pour un intérêt contre tous les autres, donc par définition, tu es un connard pour tous les autres. Pourquoi des gens acceptent ça? C'est un mystère absolu pour moi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je me méfie de 99% des politiciens. Parce que je me dis, il faut être sacrément pervers et timbré pour accepter un deal aussi mauvais. Je crois beaucoup, moi, au fait que quand tu fais des trucs contre ton intérêt, c'est que tu as un intérêt caché et inavouable. Parce que je n'y crois pas que c'est possible de faire quelque chose fondamentalement. Quand les gens disent oui, c'est pour l'intérêt général, oui, bien sûr. L'intérêt général, ça ne te fait pas vivre. C'est trop abstrait. C'est trop différent. C'est trop différent, tu vois. Ouais. Donc c'est quoi ton... Et c'est pour ça que la plupart des hommes politiques sont des gens chelous. Tu vois. Ils sont par nature chelous. Parce que pour accepter de vivre en permanence, tu vois, j'ai raconté dans un autre podcast que j'ai fait récemment une histoire que je peux raconter à nouveau ici qui me traumatise. Il y a une nana là qui est ministre des Femmes, Marlène Schiappa. Désolé pour moi. Qu'au demeurant, je trouve sympathique, formidable, etc. Elle est venue ici pour faire un discours avec l'UNESCO sur l'éducation des petites filles dans le monde. Franchement, je l'écoutais et je me disais, ah, c'est cool. Franchement, qui peut être contre ça, quoi. Le soir, j'ouvre Twitter. J'ai été tagué sur un tweet. Pas faire ça. J'ai été tagué sur un tweet avec elle. Entre les mecs qui lui disent d'aller sucer des bites, les mecs qui l'insultent. Il y a même un mec qui a mis une photo de ses enfants en disant occupe-toi de tes enfants, ils sont moches plutôt que des enfants en Afrique. Et là, tu vois tout ça et tu fermes Twitter et tu vas te dire franchement, le monde des startups, c'est quand même un monde de bisounours. Il n'y a pas ça dans le monde des startups. Il n'y a aucun entrepreneur. Quand tu te fais critiquer, tu dis ouais, t'es nul. Mais t'as pas cette espèce de violence, tu vois. Moi, j'ai été pris au trip pour elle, tu vois. Ah, mais mec, en tant que femme, t'as ça. Hein. Ouais, mais. Enfin, genre, je suis content que tu parles de ça parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Chez Coup d'État, on a une vraie croyance sur le féminisme et sur le fait que, enfin, tu vois, on est deux mecs face à une caméra. En France, c'est très difficile d'en parler. Je pense que c'est hyper important qu'en tant qu'homme, on en parle. Genre notre vidéo sur Fempo, l'interview Coup d'État X Fempo qu'on a faite sur YouTube, c'est notre vidéo qui a le moins de vues. Et on a dû supprimer des commentaires parce qu'il y avait des trucs, c'est quoi ce business de bonne femme? Et en fait, tu tombes dans ce truc-là quand t'es une femme. D'accord. Ouais, quand t'es un homme, on te critique sur le fait que tu sois nul. Quand t'es une femme, on te critique sur le fait que tu sois une femme, quoi. C'est encore plus déprimant que ce que je pensais. Bon, passe une bonne journée. Pourquoi les gens acceptent ça? Franchement, moi, ça me rend... Tu vois, avec Marlène, elle continue à avoir le sourire et à aller faire des discours et machin. Enfin, kudos, quoi. Enfin, et donc, comme je ne suis pas très idéologue, tu vois, moi, il y a des gens de droite que j'aime bien, il y a des gens de gauche que j'aime bien. J'ai beaucoup de mal à, tu vois, genre là, c'est la lutte. Moi, les idéologues, ils me fatiguent tellement dans les startups que je risque pas de les aimer en politique, tu vois. Par contre, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que énormément de leçons sur la conquête politique s'appliquent au monde des startups. Et ça, c'est un premier pont qui vient du fait que j'ai lu tous les Machiavel du monde pendant toute mon enfance, que maintenant je me dis, il faut recycler ça, et c'est plutôt efficace, tu vois. Par exemple, la campagne électorale américaine, c'est la startup ultime. Tu passes des deux mecs dans une cave et tu finis président des US, entre-temps avec une organisation de 15 000 personnes que tu as scalé en moins de 24 mois. Ouais. C'est un phénomène startup. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, si tu aimes bien la politique en te disant que tu as envie que le monde soit un peu meilleur, l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc plus direct, plus modeste, parce que tu ne règles pas tous les problèmes. Politique, tu as un côté un peu, le matin, tu fais la guerre en Iran, le soir, tu règles le problème économique de l'usine, de je sais pas quoi, machin. Donc ça, c'est un peu, peut-être un peu trop large. Mais quand tu es entrepreneur, quel que soit le domaine que tu fais, même le plus frivole, tu as un impact positif sur la société. Alors, souvent, par exemple, je prends l'exemple de l'industrie du luxe. Les mecs qui ont créé l'industrie du luxe ont créé l'industrie la plus frivole du monde. Mais si tu regardes d'un point de vue économique, c'est quoi? C'est quand même la redistribution de richesse la plus efficace après l'impôt. Parce que quand un mec achète un sac 10 fois le prix, et il prend de l'argent de son compte et il le met dans le compte de la boîte de luxe, cette boîte de luxe, elle embauche des milliers d'artisans qui eux-mêmes vont dépenser de l'argent chez des milliers de commerçants qui eux-mêmes font vivre des milliers de familles.
Ça s'appelle la redistribution. Alors quand moi je vois qu'en France on nous explique qu'il ne faut pas que les gens achètent des yachts et machin, tu dis non mais au contraire, notre problème c'est que les riches ne dépensent pas assez. Si les gens riches en France dépensaient 10 fois plus d'argent, on serait tous beaucoup mieux. Hein. La circulation de la monnaie dans l'économie, c'est ce qui crée de la valeur. Et donc, je pense qu'il ne faut pas transprendre la tête. Toute personne qui fait une boîte, qui gagne de l'argent, a un impact positif sur le monde. C'est forcé, parce qu'il va payer des gens, etc. Et c'est là où l'État doit avoir des règles pour éviter que les gens gagnent de l'argent en vendant des enfants. Tu vois ? Parce que ça, c'est pas une boîte, c'est illégal. Ouais. Et en fait, ça sert à ça un État. Un État, ça sert à définir qu'est-ce qui est légal et pas légal. Mais une fois que quelque chose est légal, que ce soit frivole ou pas frivole, tu vois, FEMPO ou LVMH, pour moi, en termes d'impact, c'est la même chose. C'est pas au même endroit, c'est peut-être pas aussi direct, c'est peut-être pas aussi évident, mais à un moment donné, ça fait vivre des gens, et faire vivre des gens dignement, c'est le meilleur impact que tu puisses avoir sur la société. Mais dans ce qui est légal et pas légal défini par l'État, il y a une espèce de notion de morale généralisée, de en fait ça c'est pas bien parce qu'objectivement vendre des enfants c'est pas bien, tu vois. Au final c'est subjectif. Genre fondamentalement. Alors, ça ne l'est pas parce qu'aucun enfant au monde veut se faire vendre. Ouais. Et donc c'est objectif. Ouais. Et en fait, tu peux définir l'objectivité par le fait de faire du mal aux gens ou pas. Ok. C'est un principe mais donc simple. si tu prends LVMH versus Fempo, il y a un aspect par exemple écologique, ou alors peut-être qu'il y a un impact positif sur le fait que ça emploie des gens, donc il y a un impact social qui est grand, mais il y a un impact environnemental qui est terrible. Et l'impact environnemental, ça fait partie des normes qu'il faut créer. C'est tout le sujet. Donc ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne penses pas qu'on est en mesure d'amener un courant de boîtes qui soit un peu plus environnementalement... La seule raison de le faire, ce serait parce que ça vend mieux auprès des clients. Ok. Et je ne suis pas sûr que ça vende dans tous les domaines. Donc toi, tu crois au capitalisme pur, où en tant que boîte, tu dois faire du profit, ouais. et tu dépends des lois pour mettre de la morale sur ça. Disons que, pour moi, c'est deux sujets différents. Je préfère donner de l'argent à des gens qui veulent faire des normes écologistes plus dures. Et si politiquement, tu me disais... Tu vois, par exemple, moi, je fais partie des gens qui sont partisans de l'interdiction du plastique du jour au lendemain. Moi, je pourrais donner de l'argent à un lobby pour interdire le plastique du jour au lendemain, je le fais. Ça foutrait un bordel économique invraisemblable, mais on passera à autre chose. Tu vois, genre, tu dis 24 mois, dans 24 mois, le plastique est interdit. Allez, bon courage, les gars. Ben, à mon avis, tu aurais des investissements, des trucs, des machins, ça se ferait. Et donc, moi, je suis partisan de cette radicalité politique, mais qu'une boîte vienne me voir en me disant « Alors, en fait, on va lancer un truc contre le plastique. » Bah ouais, mais bon, d'ici que ta boîte, elle marche, qu'elle avance, quel truc, on a le temps de mourir 10 fois avec notre planète. Et donc, moi, je crois beaucoup au fait que la politique a un rôle de régulation de la société et les entreprises ont un rôle de jouer dans cette société. Mais une entreprise qui se prend pour l'État, ça me fait peur. Pourquoi une entreprise, tu vois, pourrait décider d'être plus morale que les autres ? De quel droit ? Pourquoi dans une société qui fonctionne bien, on n'aurait pas le droit d'être frivole ? On n'aurait pas le droit de faire du divertissement ? On n'aurait pas le droit de faire... Pourquoi on devrait tous avoir ce poids des choses importantes ? Il y a un poème que je déteste, c'est La cigale et la fourmi. C'est un de mes poèmes, je trouve que cette espèce de truc qu'on apprenne aux enfants, c'est une honte. Alors j'ai fini par réécrire ma propre version de La cigale et la fourmi pour mes neveux et nièces. Dans ma version, la fourmi, elle file à bouffer à la cigale parce qu'elle a chanté tout l'été et ça lui a permis de travailler plus dur dans les champs parce qu'elle était heureuse. Et en fait, il y a des cigales dans la société, il y a des fourmis. Il y a des gens, ils ne sont pas là pour essayer de se prendre la tronche. Si je regarde un concert de Rihanna, j'ai pas envie que Rihanna vienne me parler de la pauvreté dans le monde. C'est pas le moment. Tu vois, on peut pas faire croire aux gens qu'on doit passer toute notre vie à culpabiliser pour tout ce qui ne fonctionne pas et arrêter de profiter. Non. Est-ce que ça veut dire que je vais pas travailler sur Watsi quelques heures par mois et donner mon argent à Watsi pour créer une assurance santé mondiale ? Si. Mais je vais jamais aller faire croire aux gens que Oussama peut consacrer 100% de son cerveau à sauver les enfants malades dans le monde. C'est impossible. C'est impossible. Et s'il y a des gens qui le font, notamment les gens qui travaillent chez Watsi, gloire à eux. Ils y trouvent sans doute un intérêt et un plaisir que je ne comprends pas, mais qui ne peut pas être universel en fait. Tout ça, ça me fait penser à un truc que tu m'as dit récemment, où tu me disais, le problème avec toi, Val, c'est que c'est de sauver tout le monde et d'aider tout le monde. Et je suis assez d'accord, moi je suis assez missionnaire et au final, bon, j'en tire quelque chose personnellement, tu vois. Toi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te sollicitent chaque jour.
C'est un sujet que je trouvais hyper important en tant qu'entrepreneur et dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est en tant qu'entrepreneur plus avancé et finalement on n'en parle pas. Comment tu fais pour gérer tous ces gens à qui tu dis non? Comment tu refuses des opportunités? Comment tu les prends? C'est quoi aujourd'hui ton approche par rapport à ça? Alors, j'ai pas vraiment de méthode par rapport à ça parce que il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais d'abord, il faut essayer de pas perdre de vue ce qui est important. Moi, j'essaie d'être sympa avec les gens à qui je dis non. Après, j'ai beaucoup de volume, donc il y a beaucoup de choses que j'ignore tout simplement. Disons que j'essaie d'être sympa avec les gens sympas avec moi, et puis les autres, je sais pas, tu vois. Par exemple, moi, il y a un truc qui me fascine, je le dis là pour les gens qui regardent. Je comprends pas les gens qui m'envoient un message pour vouloir prendre un rendez-vous avec moi, sans même expliquer pourquoi ils veulent un rendez-vous. Oui, salut Oussama, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien prendre un café avec toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie pour que tu aies un ego tellement démesuré pour écrire une phrase pareille? J'ai jamais écrit cette phrase à qui que ce soit. Enfin, genre, je me dis, mais attends, le mec, il doit être occupé, quoi. Enfin, alors, à l'inverse, ce qui est triste, c'est des gens qui ont des choses intéressantes et qui t'écrivent pas. Oh, mais je veux le déranger. Ce qui est aussi terrible que les premiers. Hein. C'est vraiment. Non, tu as quelque chose à apporter à quelqu'un, tu lui dis. Si quelqu'un m'écrit en disant salut Oussama, je travaille sur A, nos métriques c'est B, C, D. Aujourd'hui, on a un problème sur tel sujet. Bah, tu vois, mon cerveau va tout de suite se mettre en mode activation. Et moi, je vais dire aux gens viens, on se voit. La plupart des gens que je vois, hein, ils m'ont jamais demandé de les voir. Hein. Parce que c'est moi qui ai envie de les voir, tu vois. Et donc, c'est de susciter cet intérêt. C'est ça la stratégie, c'est de la vente. Donc non, il faut dire non. Après, j'ai quelqu'un de nouveau dans mon équipe qui est Noémie, qui est vraiment une star. Ouais, carrément. Ouais. Parce qu'elle filtre et elle a un talent diplomatique pour filtrer hors du commun. Puis elle culpabilise bien les gens. Donc, quand les gens sont un peu relous, elle lui dit mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? Elle les culpabilise vachement bien. Donc les gens disent ah non, pardon, je ne me rendais pas compte et tout. Surtout qu'elle peut faire elle parce que tu peux pas le faire toi. Tu peux pas le faire toi. Ouais. Exactement. Donc c'est cool. Donc maintenant j'ai le luxe d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi. C'est dur de dire non parce qu'on a envie d'être sympa et tout. Moi les seuls regrets que j'ai dans ma vie c'est toujours avoir dit oui à des gens que j'aurais pas dû quoi. Notamment un des trucs très 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 durs c'est ton entourage. Alors j'ai atteint un stade où je me suis mis tout le monde à dos et c'est réglé. Mais au début de The Family, j'avais mes cousins, ma mère, machin. Oui, alors j'ai rencontré tel mec, il veut te voir, voilà le rendez-vous. Et donc tu passes ton temps à voir des gens pour faire plaisir à ta communauté. Et en fait, ton cercle vraiment proche. Ouais, quoi. ton cercle Les vraiment gens qui proche. en fait comprennent pas vraiment ce que tu fais, Non. ils veulent juste aider. Mais... Exactement. Et en fait, j'ai fini par péter un câble. Donc maintenant, j'ai fini par dire à tout le monde, ok, vous savez quoi? En fait, vous oubliez. Je ne veux même pas entendre parler de vos contacts. C'est intéressant, pas intéressant, je m'en fous, j'en ai marre. Parce qu'après, c'est très compliqué. Tu vois un mec, parce que c'est le cousin de ta mère, je sais pas quoi. Après, il va dire que tu as été méchant avec lui. Enfin, les gens, ils veulent prendre rendez-vous. Ils vont sur thefamily.co/apply et passent l'apply. Et s'ils sont bons, je les verrai. Et s'ils sont pas bons, bah, tant pis, quoi. Tu dois vraiment apprendre à un moment donné à... C'est même plus dire non, en fait. C'est juste ignorer le bruit. C'est vraiment l'essentiel, quoi. C'est marrant que tu parles de ce truc des gens qui osent pas écrire alors qu'ils ont un truc intéressant à proposer. Parce qu'il y a un truc très émotionnel derrière. Genre, je me souviens quand je t'ai écrit la première fois, je sais pas si tu te souviens toi, mais moi c'était il y a 5 ans, j'étais dans ma chambre, j'étais là genre, j'ai une mission dans ma vie, c'est d'éduquer les gens à entreprendre, comme quoi Je sais, je m'en souviens. ça a jamais changé. Je transpirais à grosses gouttes quand j'ai cliqué sur envoyer, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu m'as répondu peu de temps après. Et ce truc émotionnel, c'est un truc que tu peux décliner à toutes les étapes de l'entrepreneuriat. On parlait de ça juste avant cette interview. Je disais que je regardais l'Attaque des Titans et que dans l'Attaque des Titans, donc c'est un animé. Ils sont tous très japonais et donc ils ont ce truc de focus. Et donc quand quelqu'un meurt et que quelqu'un commence à péter un plomb parce que l'autre est mort, t'as toujours le caporal chef qui dit non mais attends, perdre ton sang-froid, ça va pas faire accélérer les choses. Il y a une espèce de stoïcisme, reste stoïque par rapport à cette situation. C'est un truc où quand je le vois dans ce manga, dans cet animé, je pense à toi direct. Comment t'as travaillé ce truc? Alors, en tant qu'ex-colérique... T'as été colérique? Oh putain, j'étais... Je t'ai jamais connu comme ça, par exemple. Un jour, tu t'intervieweras Sandrine sur Oussama à 18 ans, ce sera marrant. Où elle te racontera les pétages de câbles de colérique que j'avais, quoi. Je suis pas zen non plus, mais
Mais en grandissant, j'ai appris à faire un truc, c'est que j'ai créé une sorte de test unitaire. Alors, un test unitaire, c'est quoi? C'est tu te dis, mon code, il doit toujours passer dans ce test et toutes les cases doivent devenir vertes. Et ce test unitaire, il est assez simple. C'est, grand 1, est-ce que je suis en contrôle ou pas de ce qui se passe? Tu vois, est-ce que j'ai le pouvoir de changer ce qui me frustre? Donc, je ne sais pas, si quelqu'un fait quelque chose qui me frustre, est-ce que c'est en mon pouvoir? Oui, non. Si c'est non, brief, respire, calme. C'est bon, ce qui n'est pas en ton pouvoir. Donc ça, j'ai appris à arrêter. Mais calme, ça veut rien dire, parce que tu es quand même frustré. Ouais, genre, mais comment tu travailles ce truc? tu respires profondément et tu penses à autre chose et tu passes à autre chose. Et alors, j'ai une phrase clé, moi, c'est next. Quand je dis next dans ma tête, c'est next. Et donc, j'ai appris à me forcer à next. Alors, au début, c'était pas facile, mais tu vois, je me disais, bon, bah, c'est next, je vais aller manger une glace, je vais aller au cinéma, je vais aller voir ma meuf, je vais me forcer à faire quelque chose pour que je ne pense pas à cette frustration. Alors, si je peux faire quelque chose, la question, deuxième test, donc dans les cas où, ouais, bah, là, quelque chose me frustre et je peux faire quelque chose, c'est fais la to-do de résolution du problème. Est-ce que j'arrive là à sortir une to-do en 2, 3, 5 éléments, tu vois, des étapes? Est-ce que j'arrive à diviser ce problème en étapes? Est-ce que je peux le faire maintenant? Et est-ce que je peux les résoudre maintenant? Et si je ne peux pas les résoudre maintenant, next. C'est-à-dire que bon, c'est en mon pouvoir, mais là, je n'ai pas les moyens. Bah, ça, on va pas se fouetter, donc next. Donc pareil, on réactive le next. Et si oui, j'ai la to-do, bah, je la fais. Et tu vois, cet arbre, est-ce que c'est en mon pouvoir? Est-ce qu'il y a une to-do? Et est-ce que je le fais? Et si je le fais maintenant. Ça m'a permis, en fait, de me focaliser sur l'action. De toujours me dire, OK, il y a un truc qui t'arrive dans la gueule, focalise-toi sur l'action. Il y a un mec avec lequel tu as travaillé 7 ans qui t'attaque au prud'homme, focalise-toi sur l'action. C'est pas la peine de te refaire l'histoire, de te refaire le truc, de machin. Et Spinoza a dit, la culpabilité, c'est la double punition de l'échec. Et c'est vrai. L'échec suffit comme punition. T'as foiré un truc, ça va, ça suffit. Prends ta perte. Accepte ta perte et next. Et le next, ça doit être un truc hyper actif. Genre, moi, j'ai des capacités à nexter. Genre, il y a un truc qui vraiment m'a énervé ou frustré. Tu vois, je vais vraiment tout de suite aller faire un truc qui me fait kiffer. Et la plupart du temps, unrelated to work. Complètement, un peu Jean-Claude Van Damme là. Complètement, parce que j'étais aware of that. Je me suis souvenu d'un truc. Non mais, do you dream in English sometimes? et je me suis rappelé, je me suis dit, ouais, quand tu next, mets-toi tout de suite des énergies dans toi qui, tu vois, je vais appeler tout de suite un pote, je vais machin, vas-y. Non, parce que de l'extérieur, t'as l'impression que tu te fous de tout, quoi. Que ouais, quand il y a un problème, soit je t'ai déjà vu toujours dans deux phases, c'est soit ouais, je suis déterminé, je vais régler le problème. Moi, je vois toujours ça de l'extérieur. T'as vu l'arbre. Maintenant, je vois l'arbre qu'il y a derrière, mais il y a quand même le truc émotionnel, quoi. C'est que genre. Oui, mais en fait, si la méthode fait disparaître tes émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu appliques cette méthode? Au début, tes émotions prennent le contrôle et petit à petit, tu prends le contrôle de tes émotions. Parce que si tu as vraiment ce réflexe d'aller chercher une autre émotion, je pense que maintenant, je le fais tellement vite dans ma tête que, tu vois, par exemple, regarde, quand tu as perdu les rushs de coup d'État saison 1, je crois que c'est la pire nouvelle que tu m'aies jamais annoncée. Surtout, pour la petite anecdote, tu sais pourquoi c'est la pire nouvelle? Parce qu'on en a quand même parlé 3 jours avant. Oui, tu te souviens, bah oui, je me souviens qu'au dîner, quand quelqu'un de ton équipe dit qu'il n'y a pas de sauvegarde, que ce serait vraiment con qu'on les perde, j'ai quand même fait une tête en disant non mais les gars, vous arrêtez tout et vous allez sauvegarder ça, parce que dans ma tête, je me suis dit, loi de Murphy, un truc qui ne doit pas arriver arrive toujours. Ça, c'est une vraie loi. Ouais. Et une semaine après, tu viens me voir en me disant bon, on a perdu les rushs. Et moi, j'ai même cru que c'était une blague. Tu te souviens? J'étais merci, très drôle. Et après, tu avais une tête d'enterrement. Ouais, surtout, moi, j'avais déjà fait mon arbre à moi, qui est un peu moins complet, mais j'étais là genre,
Alors, première étape, je vais aller voir Oussama et lui dire on a perdu les rushs, mais t'inquiète, tout va bien se passer. Et j'ai vu ta tête et ça a duré 30 secondes. Quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Tu m'as dit ça, et là je me suis dit, ah bon, ok, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Bon, est-ce que Valentin aurait pu faire quelque chose? Oui. To do, sauvegarde. Quelle est la première question que je t'ai posée? Je dis, bon, est-ce que maintenant vous avez une politique de sauvegarde? Tu m'as dit oui, on a été acheter les disques durs, les trucs, les machins. Je dis, ok, ça n'arrivera plus. Si c'était ça le prix à payer, tu vois, pour qu'on mette en place cette politique de sauvegarde, bon, bah, c'est sans doute con, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait tous des trucs cons, tu vois. C'est ni la première ni la dernière connerie que tu feras. Et tu vois, si à ce moment-là, je pars en vrille et je dis, ah, t'es nul, ah, je sais pas quoi. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Et en fait, le fait de trucs, et d'ailleurs, quand tu m'as annoncé ça, franchement, ça m'a foutu un coup. Je me suis dit, on peut rien faire, donc next. J'ai annulé mon après-midi. Je sais pas si tu as vu. Non. Ben, j'ai annulé mes rendez-vous. J'étais manger un kebab. C'est vrai? Ouais. Et j'ai chopé je sais plus qui dans l'équipe. Je lui ai dit, t'as pas envie d'un kebab? Il fait, si, j'ai faim. Je lui ai dit, allez, viens, on y va. Et on a été manger un kebab, on a parlé, on a changé de sujet. Et je suis revenu 2 heures après, j'ai repris ma journée. Et j'étais bien. Et en plus, j'avais faim, j'avais pas mangé. Et cool, tu vois. Mais ça va, enfin, si à un moment tes émotions te prennent, bah vas-y, donne-leur. Les émotions, c'est comme la façon dont je vois les émotions. J'aime bien cette histoire. C'est que les émotions, c'est 2 loups en toi. Tu as un loup noir et un loup blanc. La question, c'est qui tu nourris. Donc là, tu me donnes un truc qui nourrit le loup noir. Bah on va l'affamer. Tu vois, je vais nourrir l'autre. Et puis le loup qui gagne, c'est le loup que tu nourris le plus. Et c'est pour ça que je parle vraiment de méthode. C'est un arbre au sens où ça devient un réflexe de vie, en fait. C'est la transition parfaite, parce qu'on parle d'émotion. Tu as juste avant parlé de ce qui s'est passé avec l'Express. Il y a un an, non, un peu plus d'un an, Ouais, un an et demi, ouais, je me souviens, c'était au tout début où j'ai repris Coup d'État. Tu étais un peu effondré dans ton fauteuil et ça avait l'air d'être dur. Il y a eu cette phase dont on parle jamais en public et ça me rend ouf parce que j'ai trop envie d'en parler avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand il y a eu cet article de l'Express et tout ce qu'il y a eu avant? Qu'est-ce que tu peux nous raconter et qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, grosso modo,